Bonjour mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire sur les perspectives des marchés obligataires et notre fonds obligataire flexible BL Global Bond Opportunities. Les anticipations d'une sortie de crise prochaine et donc d'une amélioration économique ont récemment entraîné une hausse des attentes inflationnistes qui n'est pas restée sans effet sur les marchés obligataires. Mais tous les segments de l'univers obligataire n'ont pas été affectés de la même façon et offrent dès lors des perspectives différentes. Jean-Philippe Donguet, responsable de la gestion obligataire de BLI, va vous présenter les implications de cet environnement dans les décisions d'allocation mises en œuvre dans le fonds. Avant de commencer, quelques mots sur Banque de Luxembourg Investments. BLI est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Nous gérons environ 14 milliards d'euros répartis sur 4 principales classes d'actifs: actions, obligations, gestion diversifiée et fonds de fonds. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit en utilisant le système de chat Q&A. Nous essayerons d'y répondre juste après la présentation. Un résumé de la présentation sera publié dans les prochains jours. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Philippe Donguet, responsable de la gestion obligataire. Jean-Philippe, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de participer à ce webinaire, effectivement, qui sera essentiellement autour du fonds Global Bond Opportunities, avec dans ce cadre un première mise au point sur ces différentes classes d'actifs obligataires qui composent le portefeuille. Pour rappel, je vais passer effectivement les détails sur BLI et sur l'équipe que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous déjà. Pour rappel, simplement, le BL Global Bond Opportunities est un fonds qui a pour objectif de tenir compte effectivement de l'hétérogénéité de la classe d'actifs obligataires en effectuant une allocation opportuniste sur ces différentes classes d'actifs ou sous-classes d'actifs obligataires, avec clairement l'objectif d'optimiser le ratio risque-rendement du portefeuille et de protéger ce portefeuille en cas de marché baissier. Nous avons un univers relativement large qui va de la dette des pays émergents aux pays développés, que ce soit au niveau souverain ou corporate. Nous pouvons investir aussi sur des devises issues des pays émergents ou des pays développés. Et nous avons une poche d'actifs alternatifs, notamment autour de la thématique de l'impact investing. En termes de duration, nous pouvons nous aligner sur les marchés qui ont aujourd'hui une duration relativement longue, de l'ordre de 9 comme nous pouvons effectivement aussi réduire notre duration pour protéger le portefeuille. Nous allons sur différentes catégories d'émetteurs, que ce soit des émetteurs investment grade ou high yield, et nous pouvons exposer le portefeuille jusqu'à 15% sur des devises hors euro. L'essentiel du portefeuille pour l'heure est alloué à la dette des pays émergents, avec une poche, je dirais, de protection constituée d'émetteurs souverains de la zone euro. Donc ça, c'est un premier rappel, effectivement, de ce que le Global Bond Opportunities est et de son univers. Donc en résumé, 3 principaux axes composent ce portefeuille: la dette des marchés émergents, la dette des pays développés et l'impact investing, et à chaque fois avec la possibilité d'être exposé sur de la devise forte, euro-dollar, ou de la devise locale. Et au niveau de l'impact investing, la volonté clairement d'aller plus en profondeur dans, je dirais, la dynamique d'impact en développant aussi une poche d'actifs alternatifs. Je brosse rapidement notre philosophie et processus d'investissement. Il faut garder à l'esprit que notre gestion obligataire, de façon générale, reste axée sur la notion de qualité. En particulier sur un global bond, nous allons viser cette qualité en exploitant autant que faire se peut cette hétérogénéité des sous-classes d'actifs au sein du marché obligataire. Nous avons une approche qui est à la fois bottom-up et top-down. Nous évaluons effectivement le contexte macroéconomique, mais nous prenons le temps d'analyser chacune des opportunités d'investissement. Ce qui fait qu'en réalité, donc, nous n'avons pas de benchmark, d'indice de référence pour aligner le portefeuille. Cette hétérogénéité du marché obligataire nous permet d'être flexible, clairement, et de profiter de ces différentes opportunités. Et les outils que nous utilisons pour ce faire sont
essentiellement d'ordre, je dirais, de la gestion de la duration, de la gestion du spread et de la gestion de la devise. Et clairement, en fin de course, nous voulons minimiser autant que possible le risque que le portefeuille en cours, compte tenu d'ailleurs du profil de nos clients. Nous limitons à la fois la volatilité, mais aussi les baisses encourues dans le portefeuille. Donc, je vous disais, une approche qui est un mix entre le top-down et le bottom-up, et qui inclut d'ailleurs dans son approche bottom-up des critères ESG en vue de pouvoir effectivement aligner le portefeuille sur les objectifs, notamment de développement durable. Alors, en amont de notre gestion obligataire, nous avons notre comité d'asset allocation qui lui prend réellement beaucoup plus de temps dans l'évaluation des considérations macroéconomiques. Et suite à ce comité asset allocation, nous évaluons clairement le positionnement que devrait avoir notre portefeuille. Il se résume, ce positionnement, je dirais, cette analyse en 4 grands scénarios, je dirais, macroéconomiques. D'une part, un scénario d'expansion inflationniste, c'est le cadran supérieur droit. D'autre part, le scénario d'expansion désinflationniste, ça va être le cadran inférieur droit. Et ensuite, vous avez effectivement les scénarios de contraction d'économie, d'une part avec une inflation malgré tout au sein de l'économie, donc plus proche d'une stagflation, et un dernier scénario de contraction désinflationniste, c'est le cadran inférieur gauche. Et donc, en fonction du contexte dans lequel nous nous situons, nous décidons de l'allocation, du positionnement du portefeuille sur les grandes classes d'actifs que nous énumérons ici dans les petites cases de ces 4 cadrans. Donc, dans le cadre actuel de scénario pour nous d'expansion inflationniste, nous privilégions la dette des pays émergents, tant au niveau souverain que corporate, la dette corporate des pays développés, et nous allons une poche grandissante, effectivement, de devises au sein du portefeuille. La dette souveraine, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les marchés obligataires, en tout cas la dette souveraine à la fois de la zone euro et le trésor US, enregistre une correction relativement forte depuis particulièrement ce début d'année, ce qui fait que nous avons effectivement positionné depuis déjà l'année passée le portefeuille en mode défensif sur la dette souveraine des pays développés. Je passe ces différents processus que je pense nous avons déjà exposés par le passé, le fonctionnement de l'équipe, pour arriver directement effectivement sur une analyse des marchés et des différentes catégories d'investissement qui composent le portefeuille. Déjà, dans l'ensemble, d'un point de vue macroéconomique, vous avez ici les opinions que nous nourrissons sur ces différentes catégories. Donc, elles sont dans l'ordre de 5 niveaux d'opinion, hein, de très négatif à très positif, avec une allocation d'opinion neutre, en particulier dans ce contexte actuel, essentiellement sur la dette corporate investment grade. Au niveau de la zone euro, on le voit, les plans de relance, le passage de l'inflation enfin en territoire positif, les levées de doutes sur la campagne de vaccination nous poussent à être relativement conservateurs sur la zone euro. Sur la dette d'entreprise investment grade, nous avons, entre guillemets, pris ce qu'il y avait à prendre pendant toute la période de quantitative easing de l'année 2020. Les spreads se sont comprimés. Nous avons pu effectivement bénéficier de ce mouvement. Nous restons malgré tout neutres sur la classe d'actifs en privilégiant plutôt les émetteurs triple B et un peu moins les triple A ou high grade, d'ailleurs, qui, avec de longues durations, quelque part, évoluent dans la même direction que le souverain de la zone euro. Sur le souverain pays émergent, nous sommes, je pense, relativement positifs du fait de la croissance enregistrée en Chine, malgré l'un ou l'autre ralentissement observé ces derniers mois. Une reprise du commerce mondial et un soutien par rapport au marché des matières premières nous permet effectivement de nourrir une opinion positive sur la dette des pays émergents. Le seul bémol ici est effectivement concerne la campagne de vaccination qui
inégale en fonction des pays. On voit la catastrophe que c'est, par exemple, au Brésil ou encore en Inde. Par contre, d'autres pays comme le Chili s'illustrent dans la réussite de leur campagne de vaccination. Au niveau de la dette corporate, je pense que le contexte est tout aussi favorable. Une reprise, notamment sur l'Asie, qui nous permet d'avoir un processus relativement constructif et concluant de sélection d'émetteurs, notamment sur la région asiatique, mais pas que. Et dans le même, je dirais, dans le même esprit, cette réouverture des économies, des échanges, nous pousse à conclure que les comptes publics de certains pays devraient s'améliorer et certaines des devises identifiées devraient effectivement en profiter, en l'occurrence la couronne tchèque, le renminbi chinois, mais aussi le peso mexicain, plus récemment le forain hongrois que nous venons d'intégrer dans le portefeuille. Et toujours dans le même ordre d'idée, nous avons la dette high yield, qui pour nous n'est pas simplement effectivement une prise quelque part de risque supplémentaire, mais surtout une solution de protection par rapport à la correction que nous observons sur l'investment grade. Sur le segment high yield, Jean Albert, notre analyste corporate, s'exprimera et présentera plus en détail ultérieurement. Sur le segment high yield, nous avons la possibilité de nous protéger sur des durations longues qui corrigent actuellement en étant sur des émetteurs offrant un rendement relativement élevé sur des échéances plus courtes. Et là encore une fois, nous n'allons pas rechercher l'extrême high yield, gardons à l'esprit notre volonté de nourrir un portefeuille de qualité. Nous prenons plutôt des émetteurs à la frontière de l'investment grade avec effectivement une dynamique d'amélioration des fondamentaux, ce qui nous permet effectivement de cibler, plutôt nous pousse à cibler du W+, et voire parfois W+, triple B-, sur certains émetteurs. Le portefeuille d'Impact Investing est en cours de développement et nous pourrons, je pense, en dire plus à ce sujet dans les mois qui viennent. Nous n'avons pas de dette du Trésor américain pour l'instant dans le portefeuille et nous en sommes bien contents de ce qui se passe sur ces marchés. Alors, brièvement, de façon plus graphique, vous voyez dans ces différents cadrans à la fois, je dirais, une remontée des rendements, on le voit, hein, depuis la fin de l'année passée. Sur le cadran supérieur gauche, vous avez en ligne dorée dans les couleurs de la Banque de Luxembourg, BLI, la correction observée sur le 10 ans allemand, échelle de droite, qui passe effectivement de presque moins 0,6% à bientôt moins 0,10%, voire peut-être qu'on repasserait effectivement au territoire positif dans les semaines, voire mois à venir. Le 10 ans allemand s'est tassé après sa forte remontée observée depuis le quatrième trimestre sur ces dernières semaines. Et la dette des pays émergents, ici en euros, a interrompu quelque part sa contraction. Malgré tout, profite d'un rétrécissement des spreads, ou en tout cas affiche un rétrécissement des spreads par rapport à la dette des pays développés. Le cadran supérieur droit l'atteste. Vous avez ici l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified, la dette souveraine des pays émergents libellée en dollars. En ligne dorée, c'est effectivement l'indice. Décomposé sur ces deux sous-indices, investment grade, la ligne noire inférieure, et high yield, la ligne grise supérieure. Et donc vous voyez que, de nouveau, après la contraction observée sur l'année 2020, nous avons une espèce d'entrée en phase transitoire depuis quelques mois, ce qui permet simplement effectivement de confirmer la surperformance des pays émergents par rapport aux pays développés. C'est un phénomène que l'on observe aussi sur la dette corporate, cadran inférieur gauche, pays développés versus effectivement pays émergents, cadran inférieur droit, avec des différences par région. Et enfin, sur ce dernier slide, vous voyez de nouveau effectivement des différences entre régions sur les pays émergents, mais aussi sur la dette corporate entre le high yield, qui est revenu au niveau d'avant crise Covid, à près de 400 points de base sur le high yield en euros, et loin effectivement malgré tout un
spread qui est relativement quasi le double, quasi plus du double de celui, enfin, plus du double de celui de la dette corporate investment grade en euros. Que des opportunités sans doute à saisir à ce niveau-là par rapport au reste des marchés corporate. Comment est-ce que tout ceci s'est traduit dans nos portefeuilles? Eh bien, nous pouvons résumer en trois principaux développements. Le premier concerne clairement la hausse de l'allocation de la dette high yield dans ce contexte de réflation et de protection, diversification par rapport à l'exposition sur la duration. Donc, nous passons d'un portefeuille high yield à près de 1,5% en début d'année à un portefeuille qui compose un portefeuille aujourd'hui à près de 10% sur effectivement les émetteurs high yield. Le deuxième grand développement que nous avons quelque part attribué à notre gestion concerne l'intégration de devises dans ce contexte, comme je le disais, de réouverture des économies, de retour des échanges commerciaux. Nous commençons à construire un portefeuille multi-devises. Nous n'en sommes pour l'heure qu'à 3,5% hors dollar sur les devises locales et sachant que nous pouvons atteindre effectivement les 15% d'allocation sur les devises hors euro. Le troisième développement concerne la poche durabilité du BL Global Bond Opportunities, où là, de nouveau, nous allons activement, effectivement, non seulement quelque part une poche plus importante aux obligations vertes, mais en plus, au sein, et ça on ne le voit pas dans les graphiques des camemberts inférieurs droits, on identifie des émetteurs corporate qui affichent un score ESG élevé dans notre objectif effectivement d'optimisation du score ESG du portefeuille. Donc, une allocation plus importante à l'impact et une optimisation du score ESG tant au niveau corporate qu'au niveau souverain, comme je le montrerai plus tard dans la présentation. Alors, Jean-Albert, effectivement, va détailler un peu plus la poche high yield. Je lui laisse la parole. Oui, donc, merci Jean-Philippe pour ces explications. Donc, sur base du contexte que tu as présenté, justement, on a cherché à diversifier l'allocation dans le portefeuille afin de désensibiliser par rapport au taux de référence, donc ce fameux risque duration, ce qui nous a amené à augmenter l'allocation dans le segment high yield du portefeuille à près de 10%, qui inclut essentiellement deux sous-segments. D'une part, on a un peu plus de 1% dans la partie qu'on appelle Impact Investing Alternatif. Donc, on retrouve notamment la microfinance là-dedans. Et d'autre part, on a un peu plus de 9% sur des émissions high yield d'entreprises des pays développés. Donc, l'objectif ici, c'est de maintenir un rendement maturité qui est relativement intéressant, tout en réduisant ce risque de duration et dans un second temps également aussi de maintenir notre notation moyenne du portefeuille à A-, pour le moment qui est A-, triple B+, pardon. Donc nous voyons peu de bénéfices à détenir des durations longues dans le contexte actuel. C'est pourquoi nous cherchons à transférer ce risque de duration vers plutôt un risque crédit sur des émetteurs qui sont quand même robustes au niveau santé financière. Donc on est sur des cibles d'investissement double B avec une approche qui reste très bottom-up où on regarde les indicateurs de solvabilité et dans une stratégie buy and hold. Donc, c'est-à-dire que le rendement espéré va vraiment être déterminé à l'achat du titre. Donc, si on passe à la slide suivante, on a une illustration de deux entreprises que l'on détient en portefeuille. Donc, la première, c'est Wienerberger, donc un émetteur double B+,
qui est producteur autrichien de briques, tuiles, pavés et tuyaux destinés à la construction. C'est le leader mondial dans la production de briques et leader européen dans le marché des tuiles. Ce sont deux secteurs qui sont relativement défensifs et qui vont certainement bénéficier de la relance économique, notamment au travers des investissements dans les infrastructures. Donc la position qu'on détient en portefeuille, c'est une échéance 2025 qui offre un rendement de 0,82%. Donc on voit quand même que les rendements sont relativement écartés par rapport à ce qu'on va retrouver dans de l'investment grade, où on va plus être sur un 0,2, 0,3% actuellement, voire plus bas pour une duration aussi courte. Au niveau des indicateurs financiers, on voit que ici, donc, on représente les indicateurs de solvabilité. Donc tout d'abord, on s'aperçoit que la dette nette par rapport à l'EBITDA est d'uniquement 2 fois, donc 2 fois l'EBITDA. On voit que l'EBITDA couvre, donc fin de l'année 2020, elle couvre 11 fois la charge d'intérêt. Et donc dans le cadran inférieur gauche, on voit l'endettement de l'entreprise par rapport à son capital. Et on voit que malgré tout, malgré une augmentation en 2020, l'endettement reste relativement contrôlé à moins de 50% du capital. La deuxième entreprise est Volvo Cars, donc c'est un producteur automobile suédois bien connu dans le monde. Nous avons une position sur une Green Bond 2027 avec un rendement à maturité de 1,21% actuellement. Au niveau de sa situation financière, tout d'abord, elle a une dette nette négative, qui veut dire qu'elle a plus de cash et d'actifs liquides que de dettes, qui est très intéressant d'un point de vue solvabilité. Au niveau de sa charge d'intérêt, l'EBITDA la couvre à près de 15 fois. Et enfin, on voit que l'endettement au cours des années est resté très faible par rapport à son capital, de l'ordre de 30-35%. Donc maintenant, si on passe à la slide suivante, on a une comparaison de Wienerberger par rapport à ses pairs sectoriels, donc le secteur des matériaux, qui sont chaque fois classés par notation. Donc, si on commence au cadran supérieur, la ligne du dessus, on voit l'endettement de l'entreprise, Wienerberger, qui est représenté sur la droite des barres. Et on voit les notations, les autres barres représentant les moyennes et les médianes. Donc, les médianes sont les lignes grises pour les différentes notations. On voit ici que Wienerberger se situe plus en termes de solvabilité sur un bon triple B. Et au fil des années, elle a quand même su maintenir ce rang, même malgré la crise du coronavirus en 2020. Donc voilà pour Wienerberger. Ensuite, pour Volvo Cars, si on passe à la slide suivante, voilà, on voit que Volvo Cars est également dans une situation intéressante par rapport aux paires sectorielles. Donc ici, les paires sectorielles sont les consommables cycliques, avec une situation de solvabilité plus que optimale si on compare par rapport aux émetteurs WB. On se rapproche même plutôt d'un triple B, voire un single A pour certains indicateurs. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va expliquer de manière plus large l'allocation d'actifs dans le portefeuille. Oui, merci Jean-Albert. Et donc effectivement, le développement de notre expertise sur la dette high yield nous permet clairement de prendre plus de risques sur ce segment. Et vous le voyez sur le graphique ici, le tableau de gauche, l'allocation par sous-classe d'actifs en fonction de la région, mais aussi du degré de notation, investment grade ou high yield. Le principal bénéficiaire sur le
les 5 derniers mois de nos investissements ont été la dette des entreprises corporate high yield des pays développés, quasi plus 10% effectivement de hausse de l'allocation sur ce segment, au détriment de la dette souveraine, investment grade, des mêmes pays développés. Pour le reste, nous continuons à allouer de façon progressive et prudente investissements sur les devises, mais aussi sur certains émetteurs émergents et corporate, comme le démontrent effectivement les cellules inférieures du tableau de gauche. En termes d'allocation, donc on a malgré tout aujourd'hui une allocation importante sur non seulement l'investment grade, mais surtout sur les pays développés. La part du lion est octroyée quelque part à la dette corporate, malgré tout, avec près de 50, plus de 50%, plus de 60% même sur la dette corporate, hein, que ce soit pays développés ou pays émergents, en euros, et de façon minoritaire, les émetteurs souverains, 15% sur le développé, en euro investment grade, viennent quelque part protéger le portefeuille sur des éventuelles situations de crise. Nous avons une duration qui est de façon générale relativement faible. J'y reviendrai plus tard, aux alentours des 4,3 avec un rendement moyen de l'ordre de 0,4%. C'est notre mieux à ce niveau-là. En termes de durabilité, en regardant déjà le score ESG, on le décompose ici sur la partie souveraine et sur la partie corporate. On voit effectivement l'effort qui est fait depuis déjà plusieurs mois d'amélioration du score ESG de la partie corporate. Et c'est véritablement une allocation active sur des émetteurs affichant un score ESG plus important. J'y reviendrai ultérieurement. Nous avons, autant que possible, maintenu le score ESG de la partie souveraine aux alentours des 52 sur ces derniers mois. En termes d'impact investing, nous sommes ici plus présents sur effectivement les objectifs liés aux obligations vertes, en particulier l'ODD 7 et l'ODD 13, qui sont les deux principaux objectifs, donc liés au climat et à l'accès à l'énergie propre au travers d'émetteurs comme Volkswagen ou d'émetteurs supranationaux qui effectivement agissent sur ces objectifs en particulier. Vous voyez que sur la partie gauche, les premiers ODD 1 à 3 sont encore très minoritaires dans le portefeuille, et c'est peut-être à ce niveau-là que nous devons agir un peu plus à l'avenir. C'est ce que nous comptons faire, notamment en développant cette poche d'impact alternatif, car ce sont ici des ODD qui sont plus liés aux communautés et qui pour nous ont un impact encore plus tangible que les ODD qui sont donc plutôt infrastructurels, qui sont représentés sur le cadran, sur les histogrammes de droite sur ce tableau. Donc je revois rapidement les caractéristiques du portefeuille à présent. Nous avons une certaine effectivement diversification déjà sur les plus grosses positions du portefeuille. Vous voyez que les principales positions concernent des émetteurs souverains à la fois de la zone euro, mais plutôt de la périphérie de la zone euro, et à la fois des pays émergents, Maroc, Pérou, Indonésie. Nous avons une exposition aussi relativement forte sur certaines émissions green, vertes, comme l'ADB 2025, ou encore effectivement les Mitsubishi et autres émetteurs corporate, Apple notamment, qui sont des obligations vertes. Donc une certaine diversification avec une thématique forte autour de la durabilité dans un global bond aujourd'hui. Un rendement qui, je pense, est honorable compte tenu de la qualité du portefeuille et de son niveau de son échéance, hein, 0,4% pour une échéance en dessous des 5 ans, et un rating moyen de BBB+, voire single et moins, en fonction
des agences considérées. Les derniers développements, je vous le disais, ça a été non seulement clairement le high yield, la devise, mais aussi en termes de durabilité. Nous avons aujourd'hui, donc, vous avez quelques émetteurs qui sont entrés, vous le voyez effectivement sur la partie supérieure gauche de ce slide, au niveau des devises, Mexique, peso mexicain, couronne tchèque ou yuan chinois. Mais vous avez aussi des émetteurs qui ont été sortis euh, euh, parce que figurant effectivement dans la liste d'exclusion charbon. euh, donc, nous devons aujourd'hui, effectivement, que nous voulons sortir de nos portefeuilles progressivement. C'est le cas de CEZ, Bulgarian Energy ou EP Infrastructure. Ce sont des émetteurs qui affichent pour leur qualité financière, je dirais, positive, favorable, mais qui malheureusement, effectivement, sont remises en question au charbon. Raison pour laquelle, effectivement, en tenant compte de ces considérations aujourd'hui, nous sortons ces émetteurs du portefeuille. Le portefeuille est relativement bien positionné grâce à la diversité, effectivement, la diversité de ses investissements. Nous sommes à 0,4% de rendement. Nous essayons d'optimiser sur le spread en réduisant effectivement les durations longues qui apportent au final très peu de rendement et beaucoup de volatilité aujourd'hui. Et le fait de ne pas être benchmarké nous permet effectivement d'adopter ce positionnement. Je vous passe les détails de l'allocation d'actifs, majoritairement effectivement pays développés, corporate et souverain, une part de dette émergente qui soit effectivement souveraine ici et du supranational sur des obligations vertes, mais aussi de la devise CAL. En termes de répartition par échéance, nous avons très peu d'expositions sur les émissions au-delà des 8 ans. Ce sont celles qui nous coûtent le plus en performance depuis plusieurs mois. Nous sommes majoritairement sur le 3-5 ans et les échéances courtes. Et clairement, nous recherchons du corporate, du high yield et du souverain émergent pour apporter de la performance à la gestion, mais aussi de la stabilité. Donc, la zone euro compose le portefeuille pour près de 40% aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs. Les supranationales viennent effectivement aussi renforcer le volet investment grade ainsi que certains émetteurs d'Amérique du Nord ou d'Asie qui sont investment grade. Le reste étant alloué sur des pays émergents, corporate, en mission verte, en particulier sur le Mitsubishi au Japon. En termes d'allocation rating, une majorité positionnée sur du triple B et du single A. Donc, je vous le disais, le high yield, mais plutôt sur du double B+, avec éventuellement une autre exception single B. En termes de performance, ici sur 10 ans, on voit deux stratégies essentiellement. La stratégie de notre fonds BL Bond Euro, qui était investi sur du souverain zone euro sur la majeure partie de la période observée et aujourd'hui un peu plus sur du green bond. Et la stratégie actuelle du Global Bond Opportunities, héritée d'une stratégie effectivement d'un fonds précédent avec lequel nous l'avons fusionné, donc qui est beaucoup plus diversifié et rajoute de la valeur sans dégrader la volatilité. C'est ce qui est le plus important pour nous par rapport à un BL Bond Euro qui a été longtemps notre portefeuille de référence sur la décennie 2000.
Depuis le début de l'année, nous avons une performance qui est de l'ordre de moins 1% sur un Global Bond Opportunities, relativement stable, alors que nous observons effectivement une moins-value de l'ordre de moins 4,5% sur la zone euro en général. Et donc, encore une fois, l'exemple effectivement que notre diversification permet de lisser et d'apporter une certaine stabilité à notre gestion. Nous avons ici décomposé, ce sont des calculs internes à l'équipe, la performance du Global Bond Opportunities depuis l'arrivée effectivement du Covid. Vous voyez trois grandes excusez-moi, vous voyez effectivement trois grands segments dans le portefeuille, le segment microfinance, la ligne rouge, qui est censé être une performance linéaire parce que ici nous faisons qu'accumuler des intérêts, mais nous avons des positions en microfinance en dollars et les fluctuations proviennent effectivement du taux de change euro-dollar. Vous voyez effectivement l'ajout d'une poche alternative qui permet de lisser, d'atténuer, et c'est vraiment ce que nous recherchons au niveau de l'impact investing, d'un point de vue financier, et pas d'un point de vue social ou environnemental. D'un point de vue financier, nous voulons effectivement apporter une poche relativement stable, décorrélée au marché via l'impact investing alternatif. Et alors, nous avons effectivement la dette corporate qui a beaucoup souffert, qui est beaucoup plus volatile, on le voit en mars, mais qui, de par cette volatilité, effectivement, amène potentiel de performance supérieur à ce que nous propose la poche souveraine du portefeuille. Une vue sur, effectivement, la période Covid et une vue sur la période depuis le début de l'année, où là, il est encore plus évident que sur la poche Impact Investing Alternatif, nous arrivons à conférer une meilleure plus-value au portefeuille par rapport aux autres poches plus traditionnelles que sont la dette corporate ou la dette souveraine composant le portefeuille. Voilà, je pense que nous avons fait le tour pour le BL Global Bond Opportunities, les différents marchés qui sont effectivement inclus dans ce portefeuille. Je propose peut-être d'ouvrir la session aux questions-réponses. Merci Jean-Philippe. Actuellement, il n'y a pas encore de questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si jamais des questions, vous venez plus tard, vous pouvez toujours contacter votre représentant commercial qui se fera un plaisir de faire suivre votre question à Jean-Philippe et nous y répondrons dans les plus brefs délais. Je ne vois pas de questions, donc j'en profite pour vous remercier de votre participation à ce webinaire. Je remercie également Jean-Philippe et Jean-Albert qui ont préparé ces slides et vous les ont présentés. Je ne vois toujours pas de questions, donc je pense que nous allons pouvoir clôturer ce séminaire. Encore merci à tous de votre participation. Merci Jean-Philippe, merci Jean-Albert. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.